Ce jour-là semblait un jour ordinaire. Mais ce 4 juillet 1946, des milliers de personnes sont montées sur une colline à Gdansk pour assister à la pendaison publique de 11 individus. On leur a lié les mains, passé la corde au cou et les a fait monter dans des camions. Les gens grimpaient aux arbres. Ils applaudissaient. Ils criaient. Ils voulaient les voir tomber. Les 11 avaient travaillé à Stutov. 5 étaient des femmes. Toutes avaient été des gardiennes. Jeunes, froides, faisant partie du personnel de surveillance nazi. Ce jour-là, elles sont mortes sans bandeau, sans discours, sans marche funèbre, juste avec la corde au cou et des milliers de regards. Pendant des années, presque personne n'a plus parlé d'elles. L'histoire s'est concentrée sur d'autres. Mais elles étaient là aussi, avec un uniforme, avec du pouvoir, avec des décisions entre leurs mains. Comment ont-elles fini pendues pour avoir fait exactement ce qu'on leur avait appris ? Stutov était un lieu où l'on mourait dès l'arrivée. Il était niché au milieu des forêts près de la mer Baltique. Les grilles étaient électrifiées et les cris s'entendaient depuis le chemin. Plus de 100 000 personnes sont arrivées par ce chemin. Elles n'arrivaient pas en train. Elles arrivaient à pied. Des ghettos, des villages dévastés, d'autres prisons. Elles marchaient pendant des jours sans manger ni dormir. Elles tombaient au sol et on les forçait à se relever à coups de bâton. C'était la première chose qu'elles rencontraient avant de franchir la clôture. Quand elles entraient, tout était déjà organisé. Les femmes en uniforme savaient ce qu'elles devaient faire. On les mettait en groupe, on les déshabillait, on les fouillait et on les séparait. L'une était envoyée pousser des charrettes, une autre directement à la file pour le gaz. Les ordres venaient d'en haut, mais les décisions étaient rapides et se prenaient sur le champ, devant les prisonnières. Ces femmes qui décidaient avaient été entraînées à punir. On leur apprenait à frapper sans quitter les yeux. On leur apprenait à crier sans baisser le ton. Et si elles hésitaient, elles étaient écartées. Ewa Paradis était l'une de celles-là. Elle avait 23 ans lorsqu'elle s'est enrôlée. Elle était passée par le BDM et ensuite par le programme de formation au camp. On lui a assigné Bromberg-Ost, un sous-camp réservé aux femmes. Elle ne tarda pas à se faire remarquer. Les gens disaient qu'elle arrivait avant les autres, se postait à l'entrée et attendait que les nouvelles descendent. À peine posait-elle le pied au sol qu'elle décidait déjà. Certaines étaient épargnées pendant quelques semaines, d'autres étaient marquées du regard et envoyées directement, le jour même, sans un mot. Elle aimait utiliser un long bâton. Elle l'emportait toujours, même quand elle n'en avait pas besoin. Pendant les comptages, elle le levait et frappait sans prévenir, parfois au visage, parfois aux jambes. Les femmes chancelaient, essayaient de ne pas pleurer. Elles riaient. Pendant les mois froids, elle leur jetait de l'eau glacée dessus. Elle les forçait à rester immobiles. Si elles tremblaient, elle les frappait à coups de pied. Ce comportement lui valut une promotion. Les officiers SS la voulaient près d'eux. Ils disaient qu'elle avait la main ferme. Ils la renvoyèrent à Stutov au début de 1945. Quand les Soviétiques étaient à quelques jours d'arriver, l'évacuation commença. Des milliers furent contraints de marcher à nouveau, mais cette fois en direction opposée. Paradis fut l'une des responsables d'un groupe. En chemin, plusieurs prisonniers tombèrent. Certains furent fusillés en marche. D'autres furent chargés dans des camions et disparurent. Elle fut vue pour la dernière fois dans un bateau se dirigeant vers l'Allemagne. C'est à Hambourg qu'on la retrouva. Elle fut arrêtée et jugée à Gdansk. Les témoins parlèrent sans hésitation. Elle ne dit rien. Elle resta immobile, la tête baissée. Mais le verdict était déjà écrit. Elle fut condamnée à la pendaison. Elisabeth Becker était plus jeune. Elle avait 22 ans. Elle était née près de Danzig et avait rejoint le parti nazi très jeune. Elle a d'abord travaillé au camp comme assistante, puis comme superviseur. Dans le SK3, elle s'occupait de vérifier les listes. Ces listes décidaient qui quittait le camp et dans quelles conditions. Parfois, c'était des transferts. Parfois, c'était des exécutions déguisées. Elle signait des papiers, puis les prisonniers montaient sur des barges. Beaucoup coulaient en chemin, d'autres restaient à la dérive jusqu'à ce que tous meurent. Un jour, l'une de ces embarcations a été remorquée jusqu'à la côte danoise. Seulement 350 ont survécu. Plus de 20 000 sont morts dans des opérations similaires. Le nom de Becker apparaissait sur les ordres. Cela a suffi. Elle a été arrêtée et jugée avec Paradis et d'autres.
Elle a demandé à ce que sa peine soit réduite en raison de son jeune âge. Le tribunal y a réfléchi, mais la pression publique a été plus forte. Le président polonais a eu le dernier mot. Il a ordonné qu'elle meure avec les autres. Le camp continuait de fonctionner malgré le chaos. Les fils continuaient, les chambres aussi. Pendant que Paradis et Becker faisaient leur travail, le système continuait d'absorber des corps. Les gardiennes n'étaient pas seules. Chacune avait une zone. Chacune gérait un groupe. Toutes étaient jeunes. Aucune ne semblait repentie. Le travail de ces femmes ne se limitait pas au coup. Elles supervisaient également les tâches quotidiennes. Elles s'assuraient que personne ne mangeait ce qui ne lui était pas destiné. Elles surveillaient les lavabos, les quarts de travail, les fils pour le pain. Elles punissaient si quelqu'un parlait sans permission. Si l'une s'asseyait sans autorisation, elle recevait un coup de pied. Si une autre toussait de manière inappropriée, elle dormait dehors. La violence n'était pas improvisée. Elle faisait partie de la routine. Stutov était entouré d'eau sur 3 côtés. À l'est, la baie. À l'ouest, la rivière. Au nord, la mer. Cela facilitait le transport. Cela rendait également les évasions difficiles. Lorsque les soviétiques sont arrivés, le camp avait des clôtures électrifiées, des tours de guet et plus de 60 000 personnes à l'intérieur. Un tiers étaient des femmes. Toutes étaient soumises au même système. Certaines étaient venues d'Auschwitz, d'autres de Lituanie ou de Lettonie. Toutes savaient que la seule issue était avec le corps immobile. Les gardiennes savaient comment opérer sous pression. Lorsque le front se rapprochait, elles exécutaient plus fréquemment. Les fours ne s'arrêtaient pas. Les chambres fonctionnaient à plein régime. En un seul jour, jusqu'à 150 personnes pouvaient être exterminées. Les ordres étaient clairs, accélérer le processus. Celles qui collaboraient avec enthousiasme étaient récompensées. Celles qui hésitaient étaient renvoyées. Paradis est resté jusqu'au dernier jour. Becker aussi. Le procès fut bref. La presse était présente. Il y avait des caméras. Il y avait des milliers de spectateurs. Les 11 personnes furent conduites sur la colline. On leur lia les mains et les chevilles. Elles montèrent une par une dans les camions. Les cordes étaient déjà prêtes. La foule criait de loin. Certains grimpaient aux arbres pour mieux voir. Lorsque les camions s'éloignèrent, les corps restèrent suspendus. Aucun ne portait de cagoule. Les chutes étaient courtes. Elles mouraient par asphyxie. Le corps de Paradis se balança fortement. Celui de Becker bougea à peine. La corde était faite de fibres végétales, tissées par d'autres prisonniers. Personne ne voulait qu'elle soit exécutée en silence. Les gens voulaient un spectacle. Ils voulaient la justice, mais aussi la vengeance. Cette scène est restée gravée dans la mémoire collective. Mais derrière ces corps, il y avait des années d'ordre, de sélection et de punition. Il y avait des camps comme Stutov qui continuaient de fonctionner alors que tout était déjà perdu. Il y avait des femmes qui acceptaient des tâches de mort, comme s'il s'agissait de n'importe quel autre travail. Paradis et Becker faisaient partie de cette machinerie. Elles ont gravi les échelons hiérarchiques, elles ont reçu du pouvoir, elles l'ont utilisé comme on leur avait appris. Et quand tout a pris fin, elles ont affronté la faim comme un ordre de plus. La corde ne faisait pas de distinction d'âge. La foule non plus. Ce qui avait commencé par des files de prisonniers se terminait maintenant par des files pour mourir. Chaque coup, chaque liste, chaque nom biffé avait eu des conséquences. À Stutov, les décisions se prenaient en secondes. La fin est aussi arrivée ainsi, en secondes, sans pause, sans retour en arrière. Mais au milieu du bruit, il y en avait une qui marchait encore d'un pas ferme, avec les bottes propres et le regard fier. Quand Jenny Wanda Bachmann est arrivée au camp, elle ne semblait pas dangereuse. Elle était jeune, avec des yeux clairs, blonde, bien coiffée. Ailleurs, elle aurait pu passer pour actrice. Mais à Stutov, son nom a commencé à circuler rapidement. Non pas par son apparence, mais par ce qu'elle faisait. En question de semaines, elle était déjà l'une des plus redoutées. Elle frappait avec rage, poussait avec force, criait avec mépris. Elle avait 22 ans et envoyait déjà des prisonnières au gaz comme on distribue des numéros. Elle était née à Hambourg en 1922. Certains disaient qu'elle venait d'une famille pauvre, d'autres que son enfance avait été normale. Ce qui est certain, c'est qu'elle a grandi au milieu de l'essor nazi. Quand elle avait 11 ans, Hitler commandait déjà. À 16 ans, elle a vu comment des vitrines étaient brisées et des livres brûlés lors de la nuit des cristaux. Tout cela a fait partie de sa formation. Quand la guerre s'est intensifiée, elle a trouvé sa place à Stutov. Là, sa beauté n'était qu'un déguisement.
Ce qu'elle utilisait vraiment, c'était l'uniforme. Au camp, ceux qui ne servaient pas à travailler étaient éliminés. Et elle faisait partie du filtre. Elle supervisait des files entières de femmes et d'enfants. Si l'un d'eux chancelait, il allait au fond. De là, directement au gaz. Elle le faisait rapidement, sans hésiter, avec les lèvres maquillées et les bottes propres. Les prisonniers la surnommaient de différentes manières. Certains l'appelaient le spectre, d'autres la folle Jenny. Tous savaient que s'ils la voyaient dans leur zone, plus d'une n'atteindrait pas le lendemain. Lorsque les Soviétiques ont commencé à approcher, Barkman a disparu. Elle a changé sa coiffure, a enlevé son uniforme et a essayé de se faufiler parmi la population. Mais en mai 1945, quelqu'un l'a reconnue à la gare de Danzig. Ils l'ont arrêtée avant qu'elle ne monte. Elle était seule, sans armes, sans papier d'identité. Ils l'ont emmenée dans une cellule et l'ont mise sur la liste du procès. Elle ne l'a jamais nié. Elle a dit qu'elle travaillait là, mais a tenté de minimiser ce qu'elle avait fait. Personne ne l'a cru. Pendant les sessions, elle riait. Elle s'asseyait droite. Elle changeait de look chaque matin. Elle arrangeait ses cheveux avec soin et gardait le dos droit, comme s'il s'agissait d'un défilé. Elle regardait le public sans baisser la tête. Les témoins parlaient et elle souriait. Ils disaient qu'elle avait envoyé des centaines de personnes au gaz, qu'elle avait battu à mort plusieurs femmes, qu'elle avait insulté, frappé, traîné. Parfois, elle le faisait sans raison, juste pour regarder droit devant ou respirer fort. Le jour de l'exécution, les camions étaient prêts. À chaque prisonnier, on a mis une corde et on les a montés sur la plateforme. Quand ce fut le tour de Barkman, quelque chose a mal tourné. Le véhicule qui devait avancer est resté immobile. Elle est restée là, debout, la corde au cou. Les gens ont commencé à crier. Ils voulèrent la voir mourir. Un ex-prisonnier s'est approché, a sauté et l'a poussée sans hésitation. Le corps est tombé. Elle est morte sur le champ. Des applaudissements ont été entendus de l'arrière. Parmi les personnes présentes, plusieurs se sont approchés du corps. Certains ont arraché des boutons, d'autres ont coupé des morceaux de tissu. Ils voulaient un souvenir, non par admiration, mais comme symbole. Le cadavre a été transporté avec les autres au théâtre anatomique. Il a été utilisé pour des cours de médecine. Ensuite, il a été jeté comme des ordures. À côté d'elle, une autre femme attendait sa sentence. Elle s'appelait Wanda Klaff. Elle avait 24 ans et était également née à Danzig. Son père était cheminot. Elle a étudié jusqu'à 16 ans, puis a travaillé dans des usines. Ensuite, elle a été conductrice de tramway. Elle ne restait pas longtemps à ses emplois. En 1944, elle est entrée dans le système des camps. D'abord à Proust, puis à Roussochine. Elle s'est vite adaptée. Chaque matin, elle sortait avec le fouet à la main. Elle l'utilisait à l'entrée du baraquement. Elle se tenait fermement, juste à la porte. Les prisonnières devaient le passer une par une. Chacune recevait un coup. Si l'une tardait, elle en recevait 2. Si l'une tentait de l'éviter en sautant par la fenêtre, c'était pire. Elle tombait mal, se fracturait, restait allongée. Elle ne bronchait pas. Elle continuait avec la suivante. En une semaine, la plupart avaient déjà le corps marqué. Cuisses, bras, dos pleins d'hématomes. Certaines ne pouvaient même plus se lever. D'autres s'évanouissaient dans la file. Les femmes savaient que si elles n'étaient pas en état, on les emmenait au bloc médical. Là, on les examinait et on décidait si cela valait la peine de les garder en vie. Sinon, on les envoyait à la chambre. Klaff n'hésitait pas à suggérer des noms. Elle le disait à voix basse, tout en notant. Chaque mot pouvait être une sentence. L'uniforme lui donnait du pouvoir et elle l'utilisait tous les jours. Quand tout s'est effondré, elle a essayé de reprendre sa vie normale. Elle a changé de nom, s'est cachée chez des proches. Mais le 11 juin 1945, on l'a attrapée. En prison, elle est tombée malade. Elle a eu la fièvre typhoïde. Pendant des semaines, elle a déliré. Certains disaient que c'était le karma. Quand elle s'est rétablie, elle a été emmenée au procès avec les autres. Elle s'est assise sérieusement, sans montrer d'émotion. Elle a déclaré qu'elle avait frappé 2 personnes par jour. Les témoins ont dit que c'était beaucoup plus. Le parquet a présenté des rapports, des témoignages et des photographies. Plusieurs femmes ont raconté comment elle les avait frappées à coups de pied jusqu'à les faire tomber. Comment elle leur avait refusé l'eau, comment elle les avait désignées pour la mort. Klaff ne s'est pas défendue. Elle a acquiescé en silence. Quand la sentence est arrivée, elle n'a pas protesté. Elle est montée dans le camion sans regarder en arrière. Elle a été pendue le même jour que Barkman. Dans les documents, elle a été enregistrée comme l'une des 5 femmes exécutées ce 4 juillet. Sur les photos,
Elle apparaît la tête penchée, les yeux fermés. Son corps a également été utilisé par des étudiants en médecine. Ensuite, il a été jeté sans nom. Stutov comptait plus d'un Soukan, chacun avec ses règles, mais tous sous le même système. Les surveillantes étaient jeunes, fanatiques, ambitieuses. Elles voulaient se distinguer. Certaines par peur, d'autres par orgueil. Elles se déplaçaient librement à l'intérieur du camp. Elles hurlaient des ordres, surveillaient les fils, distribuaient des punitions. Chaque coup avait un effet, chaque geste une conséquence. Le nombre de victimes augmentait quotidiennement. Au cours des derniers mois, alors que tout était sur le point de s'effondrer, le rythme s'est accéléré. Les fours fonctionnaient sans arrêt. Les chambres se remplissaient 3 fois par jour. Les sélections étaient rapides. Il n'y avait pas de temps pour les doutes. Et les gardiennes savaient comment évoluer dans ce chaos. Barkman et Klaff n'ont pas fait exception. Elles faisaient partie d'un engrenage. Elles exécutaient des tâches, prenaient des décisions, utilisaient leur autorité. Elles le faisaient avec fermeté, avec précision. Elles n'avaient pas besoin d'instructions détaillées. Elles connaissaient la procédure. Elles l'appliquaient chaque matin. Les procès de Gdansk n'ont pas seulement puni des noms. Ils ont exposé ce qui se passait quotidiennement derrière les clôtures. Ils ont montré comment des femmes ordinaires devenaient des pièces maîtresses d'un système d'extermination. Comment la jeunesse, l'apparence ou la fragilité n'empêchaient pas la brutalité. Certaines le faisaient avec rage, d'autres avec froideur, mais toutes avec efficacité. Ce jour-là, sur la colline, les camions se sont alignés, les cordes sont descendues, les foules ont crié, les appareils photos ont déclenché leurs flashs, le vent faisait bouger les corps, et l'histoire restait suspendue là, sans mots, sans consolation. Seulement des faits, seulement des noms, seulement des cordes. Mais d'autres continuaient de se déplacer à l'intérieur du camp, accomplissant des tâches comme si rien n'avait changé. Gerda Steinhoff avait 22 ans lorsqu'elle a franchi pour la première fois les portes de Stutov. Jusqu'à peu de temps auparavant, elle avait été cuisinière puis conductrice de tramway à Danzig. Elle avait une vie ordinaire, un jeune fils, un mariage récent, une routine normale. Mais quelque chose a changé. Peut-être la guerre, peut-être la propagande, peut-être l'envie de faire partie de quelque chose. Le fait est qu'elle s'est portée volontaire. Personne ne l'a forcée. C'est elle qui a demandé à intégrer le personnel du camp. Et quand elle est arrivée, elle s'est donnée à fond. La première chose qu'elle a apprise fut d'obéir sans poser de questions. On lui a appris à se former, à crier, à contrôler les prisonnières du regard. Elle a appris à utiliser ses bottes comme une arme et à garder un visage impassible quand quelqu'un tombait au sol. En quelques mois, elle avait déjà un grade. Elle est devenue chef de bloc, une position qui lui donnait autorité sur des centaines de femmes. De là, elle participait aux sélections, organisait les punitions et vérifiait les rapports quotidiens. Elle était rapide, efficace, silencieuse. Dans le camp de femmes SK3, sa présence était notable. Elle avait une façon sèche de se déplacer. Elle apparaissait dans les baraquements sans prévenir. Elle marchait entre les rangées comme si elle cherchait des failles. Si elle trouvait quelque chose de déplacé, elle agissait immédiatement. Elle criait des ordres, poussait des corps, élevait la voix sans hésiter. Plusieurs fois, on l'a vue traîner des femmes par les cheveux parce qu'elles n'étaient pas à l'heure au comptage. D'autres fois, elle se contentait de pointer du doigt. La prisonnière comprenait et marchait seule vers le groupe déjà marqué pour mourir. En décembre 1944, elle a été transférée au sous-camp de Brombergost. Là, elle a gardé le même rythme. Elle n'avait pas besoin de s'adapter. Elle connaissait déjà le système. Elle savait quand parler et quand regarder ailleurs. Les officiers la valorisaient. C'est pourquoi, le 25 janvier 1945, elle a reçu une médaille. Elle a été récompensée pour sa loyauté envers le Troisième Reich. Au milieu du chaos, quelqu'un a estimé que son travail méritait d'être reconnu. Et elle l'a accepté avec plaisir. Quand le front soviétique a commencé à se refermer, beaucoup ont tenté de fuir. Certains se sont déguisés en civils, d'autres se sont cachés. Steinhoff a attendu jusqu'à la fin. Elle voulait rester. Mais quand il n'y a plus eu d'autre solution, elle est rentrée chez elle. Elle pensait pouvoir passer inaperçue. Ça n'a pas duré. Le 25 mai de cette même année, elle a été arrêtée par les autorités polonaises. En prison, elle a maintenu son attitude. Pendant le procès, elle est restée calme. Elle a dit que son rôle était administratif, qu'elle s'occupait de papiers, qu'elle n'avait pas de contact direct avec les prisonnières, mais des dizaines de survivantes ont déclaré le contraire.
Elles ont raconté ce qu'elles ont vécu. Comment elles sélectionnaient les femmes enceintes pour les envoyer au gaz. Comment elles frappaient sans relâche celles qui ne pouvaient pas porter de poids. Comment elles organisaient les équipes pour des travaux impossibles. Les mots étaient différents, mais toutes s'accordaient sur une chose. Son nom représentait la peur. Le tribunal n'a pas eu besoin de beaucoup de sessions pour prendre une décision. Ils l'ont incluse parmi les 11 personnes qui devaient être exécutées publiquement. Elle est montée dans le camion sans opposer de résistance. Son corps était resté pendu à côté de ceux d'autres qui avaient partagé la routine, l'uniforme et la fonction. Certains ont tenté d'arracher des morceaux de ses vêtements. D'autres se sont contentés de regarder. Les journaux ont enregistré sa mort comme faisant partie de la fin d'une étape. Une de plus. Une de moins. Pendant que Steinhoff montait en grade, une autre femme laissait aussi sa marque. Elle s'appelait Herta Bott. Elle était née en 1921, dans une région du nord de l'Allemagne. Quand elle était enfant, elle aidait son père dans une entreprise de bois. Elle étudiait, travaillait, s'occupait. Elle était gentille, disait-on. Jusqu'à ce qu'elle commence à militer au B des messieurs là, elle a changé. Elle est devenue compétitive, agressive, obsédée par la discipline. Elle pratiquait le sport avec intensité. Son physique se démarquait. Et ce fut sa porte d'entrée dans le système. En 1942, elle est entrée dans le corps de surveillance féminin. Elle a passé 4 mois d'entraînement où elle a appris à tirer, à contrôler les foules, à imposer l'autorité. On lui a donné un pistolet Luger et un uniforme. Elle a été envoyée à Ravensbrück d'abord, puis à Stutthof. Son surnom n'a pas tardé à apparaître, la sadique. Elle avait une façon particulière de punir. Elle n'utilisait pas seulement ses mains ou ses bottes, elle sortait son arme, visait, tirait, parfois en l'air, parfois sur le corps. Elle était implacable avec les prisonnières qui tombaient pendant les marches. Si quelqu'un trébuchait, elle s'approchait et appuyait sur la gâchette, ou elle leur refusait l'assiette de nourriture, ou elle les obligeait à rester debout pendant des heures. Sa présence coupait l'air. Tous savaient qu'il n'y avait pas de place pour les erreurs. Personne ne discutait. Personne ne la regardait dans les yeux. Ils obéissaient seulement. En janvier 1945, elle a mené l'une des marches d'évacuation de Stutthof à Bergen-Belsen. Le trajet a été long. Elles emmenèrent des femmes affaiblies, beaucoup avec les pieds gelés. Elles faisaient des arrêts dans des camps intermédiaires, y compris Auschwitz. En février, elles sont arrivées à destination. 2 mois plus tard, les Britanniques ont libéré l'endroit. C'est là qu'ils l'ont trouvée. Le procès a eu lieu en septembre. Elle a été assise avec d'autres accusés. Les procureurs ont montré des documents, des photographies, des récits. Plusieurs témoins se souvenaient comment elle pointait son arme en souriant, comment elle leur donnait des punitions collectives, comment elle refusait l'eau pour de simples erreurs. Bott a tout nié. Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas, qu'elle obéissait, qu'elle essayait juste de faire son travail. Malgré cela, elle a été condamnée. Mais sa peine a été légère, 10 ans, et elle ne les a même pas purgés. Le 22 décembre 1951, elle a été libérée. Elle a changé de nom de famille, a déménagé, a vécu sans trop se cacher. Elle est décédée en l'an 2000. Elle n'a jamais été exécutée. Elle n'a jamais demandé pardon. Elle n'a jamais parlé de ce qui s'est passé. Son histoire a été enregistrée, mais en dehors du spectacle de la potence. Pendant que certaines pendaient devant une foule, d'autres vieillissaient en silence. Celles qui ont été jugées plus tard, dans les années 90 ou 2000, le faisaient dans de petits tribunaux, avec moins de caméras, avec plus d'excuses. Mais Gerda Steinhoff et Herta Bott montrent 2 visages du même système. L'une est morte jeune, pendue par des mains civiles. L'autre a survécu des décennies, marchant dans des rues normales. Stutthof a été le théâtre de nombreuses choses. Parmi elles, la remise de médailles à ceux qui appliquaient les châtiments avec conviction. Le système récompensait le sadisme s'il était bien exécuté. L'âge, le passé ou l'intention n'avaient pas d'importance. Seul le résultat. Frapper fort, crier sans hésiter, choisir vite, envoyer au gaz sans regarder en arrière. Les femmes comme Steinhoff et Bott n'étaient pas des exceptions. Elles étaient des pièces utiles. C'est pourquoi elles montaient en grade. C'est pourquoi elles recevaient des diplômes, des reconnaissances, des mots d'encouragement. La valeur se mesurait à l'obéissance, et elles obéissaient, à leur manière, mais elles obéissaient. Quand le régime est tombé, certaines ont payé, d'autres ont continué.
Mais toutes ont laissé des traces. La potence était pour quelques-unes. La liberté pour tant d'autres. Le camp n'existe plus, mais les noms demeurent. Sur des listes, sur des photos, dans des témoignages. La fin n'a pas été la même pour toutes, mais le début fut le même. Enfiler l'uniforme, apprendre le rôle et exécuter les ordres sans regarder en arrière. C'est ainsi que ça fonctionnait. C'est ainsi que tout était maintenu. C'est ainsi qu'il récompensait ceux qui savaient faire du mal sans remords. Mais l'histoire de Stutov ne s'est pas arrêtée là. Plus de 70 ans se sont écoulés. Les cordes de Stutov n'étaient plus qu'un souvenir, les témoins vieillissaient, et les noms des exécutés restaient dans des archives poussiéreuses. Mais en Allemagne, en Pologne et dans d'autres pays, la justice continuait de chercher. Tous ceux qui avaient travaillé dans les camps n'avaient pas été capturés. Certains ont changé de ville. D'autres ont vécu sans se cacher. Beaucoup ont continué leur vie sans être inquiétés, jusqu'à ce que les archives, les photos et les noms recommencent à parler. En 2018, un vieil homme de 94 ans a été jugé à Münster. Il s'appelait Johann Rehbogen. Il avait été membre des SS et avait travaillé à Stutov entre 1942 et 1944. Il n'était ni commandant ni chef de bloc, il était garde. Juste un de plus. Mais à cet endroit, tout rôle avait son importance. Il a été accusé de complicité dans l'assassinat de plus de 100 personnes. Juifs, soviétiques, polonais. Victimes du gaz Zyklon B, des balles, de la faim ou du froid. Il a été jugé par un tribunal pour mineurs parce qu'il avait moins de 21 ans lorsqu'il a servi au camp. Durant les audiences, Rehbogen a peu parlé. Il a allégué une mauvaise mémoire. Les procureurs ont présenté des documents, des listes, des horaires, des témoignages. Des décennies s'étaient écoulées, mais tout était toujours là. Les noms qui passaient pendant son service, les registres de l'utilisation du gaz, les ordres de surveillance, l'uniforme qu'il portait. Ils l'ont accusé d'avoir permis que les morts se produisent, de n'avoir rien fait, d'avoir fait partie. Peu importait qu'il ait tiré ou non. Ce qui importait, c'est qu'il était là. L'année suivante, en 2019, un autre procès a remis Stutov dans la presse. Cette fois, il s'agissait de Bruno Day, un homme de 93 ans. Il avait également été garde. Il avait également travaillé au camp entre 1944 et 1945. On l'a tenu responsable d'avoir facilité la mort de plus de 5000 personnes. On l'a décrit comme une pièce de plus de l'engrenage. Il a également été jugé comme mineur. Pendant sa défense, Day a dit qu'il ne savait pas tout ce qui se passait, qu'il ne surveillait qu'un secteur, qu'il était jeune. Mais les survivants ont de nouveau parlé. L'un a dit l'avoir vu frapper un homme pour avoir trébuché dans la file. Un autre a affirmé l'avoir entendu se moquer d'une femme qui pleurait pour la nourriture. Le parquet n'a pas eu besoin de prouver qu'il a tué, seulement qu'il était là, qu'il a vu, qu'il a fait partie. La sentence est tombée, il a été déclaré coupable. Son âge l'a empêché d'aller en prison, mais son nom, son visage, son histoire ont été enregistrés. Mais l'affaire qui a suscité le plus d'attention a été celle d'Irmgard Fürchner. Lorsque le procès a été annoncé, elle avait déjà 96 ans. C'était une femme fragile, assise dans un fauteuil roulant, avec un masque à cause de la pandémie. Son apparence ne correspondait pas à ce qui était attendu. Il n'y avait ni fouet, ni cris, ni bottes, juste une vieille veuve. Mais entre 1943 et 1945, elle avait été secrétaire du commandant de Stutov. Elle se trouvait à quelques mètres des chambres à gaz. Elle rédigeait des rapports, elle recevait des listes, elle signait des ordres. Le tribunal l'a accusée de complicité dans le meurtre de plus de 11 000 personnes. Son rôle était administratif, mais essentiel. Elle était dans le bureau où les décisions étaient traitées. Les procureurs ont démontré que, de par la conception du camp, il était impossible de ne pas savoir ce qui se passait. Les cris, la fumée, les tirs, tout était à quelques mètres de son bureau. De plus, elle signait des communications internes. Elle a vu des noms passer. Elle a lu des chiffres. Elle a conservé des papiers. Elle était présente. Au début du processus, Fürchner a tenté de s'échapper. Elle a appelé un taxi et est partie du domicile où elle vivait, à Quickborn. Elle voulait se rendre à Hambourg. Mais la police l'a localisée en quelques heures. Ils l'ont arrêtée, lui ont mis un bracelet électronique et l'ont emmenée au tribunal d'Itzeo. Les mesures de sécurité étaient strictes. Une salle spéciale, éloignée du bâtiment principal, a été utilisée. Le procès a été couvert par les médias du monde entier. Pendant les sessions, Fürchner est restée silencieuse. Elle a seulement confirmé son nom et son adresse. Elle n'a pas répondu aux questions.
Son avocat a dit qu'elle n'avait rien à ajouter, mais le matériel présenté était accablant. Des témoignages de survivants, des plans du camp et les détails d'une pratique macabre ont été exposés. Une pièce déguisée en cabinet médical où les prisonniers croyaient qu'on allait mesurer leur taille. En réalité, un homme des SS se tenait derrière le mur avec un pistolet. Il tirait dans la nuque. En 2 heures, il tuait 30 personnes. Ensuite, il les traînait, les aspergeait d'eau et les emmenait au four. Le tribunal a établi que Fürchner connaissait ces procédures, qu'elle travaillait à quelques mètres du bloc médical, que le bruit des tirs ne pouvait être ignoré, que son silence la rendait complice. Peu importait qu'elle ne portât pas d'uniforme. Elle avait été là. Elle avait participé depuis le bureau. Elle fut condamnée. Son âge a évité une peine sévère, mais le procès a été mené à terme, et son nom est resté lié à jamais à Stutthof. L'affaire a clos un cycle. La justice a démontré que le temps n'efface pas les crimes, qu'être âgé n'efface pas le passé, que les archives, les signatures, les photos et les témoignages continuent de raconter ce qui s'est passé, que les rôles secondaires ont aussi leur poids, que le bureau peut aussi être une arme. Pendant que ces procès se déroulaient, l'image des corps pendus à Gdansk restait dans la mémoire collective. Cette scène, répétée dans les photographies et les récits, n'était pas une clôture symbolique. C'était une partie de plus. Les cordes ont parlé en 1946, mais les preuves ont continué à parler devant les tribunaux du XXIe siècle. Les foules qui ont grimpé aux arbres pour voir la potence sont déjà mortes. Les témoins qui ont désigné les coupables aussi. Mais dans les documents, les enregistrements et les jugements sont restés les voix. Les cris dans les baraquements, les ordres entre les dents, les signatures au bas de la page, les décisions qui ont coûté des milliers de vies. Stutthof a été démantelé. Il ne reste plus de tours de guet ni de clôtures actives, mais sa structure a été reproduite dans de nombreux autres endroits. Sa logique s'est maintenue avec des règles simples: obéir, surveiller, punir. Chaque personne qui est entrée dans ce camp a été marquée, certaines comme victimes, d'autres comme bourreaux. Les gardiennes pendues étaient jeunes, celles qui se sont échappées ont vieilli. Certaines ont vécu libres jusqu'à la fin, d'autres ont fini en procès des décennies plus tard. Le destin a varié, mais l'histoire est restée écrite. Il n'y a pas de métaphore pour l'adoucir, il n'y a pas d'ornement pour la masquer. Ce furent des faits, des noms, des dates, des actions. Le procès de Fürchner fut l'un des derniers, peut-être le dernier, mais il n'a rien clos. Il a juste ajouté une page de plus, car tant qu'il y aura des archives ouvertes, il y aura des noms à réviser. Tant qu'il existera des listes, on pourra toujours continuer, car le passé ne disparaît pas. Parfois, il attend juste son tour. Et quand c'est son tour, il revient avec des chiffres, avec des visages, avec des mots signés de la main. Comme ceux qui sont sortis du bureau d'Irmgard Fürchner, comme ceux qui ont décidé combien mourait chaque jour à Stutthof. Ce camp s'est terminé avec des corps pendus devant une foule, et de nombreuses années plus tard, on s'en est souvenu à nouveau dans une salle blanche, avec une femme assise dans un fauteuil roulant, sans corde, sans applaudissements, mais avec les mêmes noms en jeu, avec les mêmes faits sur la table, avec les mêmes ombres toujours vivantes dans chaque témoignage.